L'avenir de votre argent se joue loin de vous. Hier, à la Maison-Blanche, une réunion censée être technique a pris une toute autre dimension. D'un côté, les géants de la crypto. De l'autre, les banques traditionnelles. Officiellement, ils parlent de régulation. En réalité, ils se battent pour savoir où ira votre argent demain. Le point de blocage est précis, presque banal en apparence. Les plateformes crypto doivent-elles pouvoir offrir des récompenses sur les stablecoins, même si cela encourage les gens à sortir leur argent des banques? Le président a tranché depuis le bureau ovale. I'm a big crypto person. If we don't do it, China's going to do it. Voilà la contradiction. Une décision présentée comme économique devient soudain géopolitique. Et ce n'est pas abstrait. Cela touche le dollar, la dette américaine, les taux et la place de votre épargne dans ce système. Un dirigeant ira jusqu'à dire « It would be a disaster for America ». Mais pourquoi cette loi apparemment obscure provoque-t-elle une telle peur? Et qui a vraiment quelque chose à perdre? Ce qui se joue ici n'est pas un simple désaccord législatif. La Clarity Act est bloquée au Sénat, non pas parce que le Congrès manque de temps, mais parce qu'elle touche un nerf à vif du système financier américain. Officiellement, le débat porte sur une règle, autoriser ou non les plateformes crypto à verser des récompenses sur les stablecoins détenus par leurs clients. Mais regardez le contexte. La Maison-Blanche réunit en urgence des dirigeants crypto et des associations bancaires. Les participants parlent d'échanges constructifs. Mais du côté crypto, un malaise ressort immédiatement. Les banques traînent les pieds. La question qui dérange est simple et brutale. Faut-il permettre à des entreprises crypto de proposer des rendements qui incitent les gens à déplacer leur argent hors des banques traditionnelles? Le président soutient la loi publiquement. Il le dit sans détour. If we don't do crypto, then China's going to do it. Alors posez-vous la vraie question. S'agit-il vraiment de protéger les consommateurs ou de décider qui contrôlera la prochaine génération de l'argent? Voici l'argument central avancé par le camp crypto et il est redoutablement simple. Si les États-Unis freinent, le dollar recule. Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, le dit clairement à l'antenne après la réunion à la Maison-Blanche. L'enjeu n'est pas seulement l'innovation, c'est la compétitivité américaine. Selon lui, les stablecoins jouent un rôle précis et mesurable. Ils créent une demande directe pour le dollar, soutiennent les bons du Trésor et contribuent à maintenir les coûts d'emprunt plus bas. Il va jusqu'à prévenir qu'un remplacement du dollar par une monnaie numérique de banque centrale chinoise serait, je cite, « a disaster for America ». Mais écoutez bien ce qui est dit et surtout ce qui ne l'est pas. Aucun chiffre précis n'est avancé sur les risques immédiats. Aucun exemple concret de fuite massive des dépôts n'est cité. Le discours repose sur une promesse stratégique. Laisser respirer la crypto, c'est défendre le dollar. Alors pourquoi, si l'argument est si solide, les banques s'y opposent-elles avec autant de force? Et qu'est-ce qu'elles craignent vraiment de perdre? À partir de là, le ton change. Les banques ne parlent plus d'innovation, elles parlent de risques systémiques. Leur avertissement est martelé. Autoriser des récompenses sur les stablecoins provoquerait une fuite massive de capitaux. Des milliards, peut-être des dizaines, peut-être plus, quitteraient les comptes bancaires pour atterrir sur des plateformes crypto. L'image est forte, presque alarmiste. Mais voici où l'escalade commence vraiment. Cette peur n'est pas nouvelle. À chaque rupture financière majeure, le même scénario se répète. Quand l'argent circule plus vite ailleurs, l'ancien système crie au danger. Paul Grewal réplique sans détour. Selon lui, il n'existe aucune preuve que les stablecoins aspirent les dépôts des banques locales. Au contraire, il affirme qu'il renforce le système en soutenant le dollar. Maintenant, observez ce glissement. Le débat ne porte plus sur la sécurité des consommateurs. Il porte sur la survie d'un modèle. Et ce qui était autrefois impensable devient soudain normal. Des banques qui demandent à limiter un concurrent non pas pour fraude, mais pour rester dominantes. C'est ici que l'histoire bascule. Puis arrive le point qui change définitivement la lecture du conflit. Les banques affirment protéger la stabilité. Coinbase répond avec une donnée précise, impossible à ignorer. Paul Grewal rappelle que les stablecoins ne fonctionnent pas comme les dépôts bancaires classiques. Ils ne sont pas réutilisés, ni prêtés, ni multipliés. Ils sont, je cite, « backed dollar for dollar », principalement en bons du Trésor américain à court terme. Autrement dit, chaque dollar déposé est censé exister réellement,
en face. À l'inverse, il compare ce modèle au système bancaire fractionné qui, selon lui, introduit des risques systémiques bien connus. Et là, une contradiction apparaît. Les banques dénoncent un danger, alors que leur propre modèle repose sur l'effet de levier. Grewal va plus loin. Il accuse les lobbyistes bancaires de défendre un statu quo qui immobilise plus de 3 000 milliards de dollars stationnés à la Réserve fédérale sans être mis au travail pour l'économie. Cette phrase change tout. Le débat n'oppose plus prudence contre innovation. Il oppose capital immobilisé contre capital en mouvement. Et une question devient inévitable. Qui bénéficie réellement de l'inaction actuelle? À ce moment-là, les lignes commencent à se brouiller et la pression monte d'un cran parce que ce débat ne se limite plus aux stablecoins. Presque sans transition, Coinbase révèle l'ampleur de son expansion. Nouvelles offres de trading d'actions, accès aux dérivés, marché de prédiction, dépôts directs, conseillers financiers assistés par intelligence artificielle, marchés ouverts 24 heures sur 24, une ambition assumée, devenir l'Everything Exchange. Pendant que le Congrès hésite, l'écosystème avance à toute vitesse. Et ce décalage crée une mini-crise silencieuse. D'un côté, une législation bloquée. De l'autre, des plateformes qui construisent déjà la banque de demain. Les régulateurs posent encore des questions quand le produit, lui, est presque prêt. Ajoutez à cela une date clé qui approche, la publication des résultats trimestriels de Coinbase, et un climat de valorisation record dans la tech et l'IA. Tout s'accélère en même temps. Les décisions politiques prennent du retard, pendant que l'argent, lui, ne ralentit jamais. Alors une question s'impose, de plus en plus difficile à éviter. Que se passe-t-il si ce déséquilibre continue? À ce stade, sortons des institutions et revenons à vous, parce que derrière ces débats, il y a des conséquences très concrètes. Si l'argent se déplace vers des plateformes capables d'offrir des rendements, un accès permanent et moins de friction, votre rapport à la banque change. Votre salaire, votre épargne, vos paiements ne passent plus forcément par les mêmes intermédiaires. Les banques locales avertissent que certaines régions, notamment rurales, pourraient être laissées pour compte. Coinbase répond exactement l'inverse. Selon eux, ces outils permettent pour la première fois à des communautés entières d'accéder à des services financiers modernes sans barrière géographique. Pas de guichet à fermer. Pas d'horaire limité, pas de couche administrative. Ce choc de vision est fondamental. Il ne parle pas d'idéologie, mais d'usage quotidien. Où gardez-vous votre argent? Qui décide des règles? Qui capture la valeur quand tout devient numérique? Si vous avez déjà ressenti que le système actuel ne jouait pas en votre faveur, ce sentiment n'est pas isolé. Et c'est précisément ce malaise que cette bataille révèle au grand jour. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Pour comprendre pourquoi cette situation existe, il faut regarder le mécanisme, pas les discours. Ce conflit ne tourne pas autour de la technologie, mais autour des incitations. Les banques vivent de la centralisation des dépôts. Plus l'argent reste immobile, plus le système est prévisible, contrôlable, rentable. La crypto, elle, prospère sur l'inverse. La circulation, la transparence affichée, la promesse de rendement visible. Quand Paul Grewal parle de milliards stationné à la Réserve fédérale, il pointe un levier rarement évoqué à la télévision. L'argent qui ne circule pas est aussi une forme de pouvoir. Il ralentit la concurrence, il repousse le changement et il transforme la régulation en arme défensive. C'est pour cela que la Clarity Act cristallise autant de tensions. Elle ne crée pas seulement des règles, elle redistribue l'accès au système. Et c'est ici que le malaise devient plus profond. Ce débat se déroule en public, mais les décisions réelles se joue dans des négociations fermées, loin des utilisateurs finaux. Pendant que l'attention se focalise sur les risques, le vrai sujet passe sous silence. Qui fixe les règles quand l'argent devient programmable? Et surtout, qui a intérêt à ce que tout reste flou encore un peu plus longtemps? À partir de maintenant, le regard se tourne vers ce qui vient juste après. Deux trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. Dans la première, le Congrès parvient à débloquer la Clarity Act. Le cadre devient plus clair. Les plateformes crypto opèrent sous une supervision fédérale renforcée. Les règles sur les stablecoins, les marchés au comptant et la répartition entre la SEC et la CFTC sont définies.
Le message envoyé au monde est net. Les États-Unis choisissent d'encadrer plutôt que de freiner. Dans l'autre trajectoire, rien ne se débloque. La loi Genius reste la référence, autorisant déjà les récompenses sur les stablecoins, pendant que la confusion réglementaire persiste ailleurs. Les entreprises avancent quand même, mais dans une zone grise. Et pendant ce temps, un acteur observe attentivement. La Chine, elle, ne cache pas son intention. Elle déploie une monnaie numérique de banque centrale, offre du rendement et teste son usage à grande échelle. Si l'Amérique hésite trop longtemps, le prochain standard pourrait se décider ailleurs, pas par un vote, mais par adoption progressive. Et la vraie question devient alors, quand ce basculement commence, est-il encore possible de revenir en arrière? Tout cela mène à une idée simple mais dérangeante. Cette histoire n'est pas vraiment une bataille entre banques et crypto. C'est une bataille pour définir qui écrit les règles quand l'argent change de forme. La Clarity Act n'est qu'un symbole. Ce qui compte, c'est ce qu'elle révèle. Un système financier à un moment de bascule où la peur de perdre le contrôle rivalise avec la promesse de rester dominant. Quand le président dit « If we don't do it, China is going to do it », il ne parle pas seulement de technologie, il parle de timing, de momentum, de ce qui arrive quand un pays tarde pendant que d'autres expérimentent déjà. Le vrai risque n'est pas que la crypto gagne ou perde. Le vrai risque, c'est que les décisions continuent à se prendre sans ceux qui utiliseront le système au quotidien. Votre argent, votre accès, vos choix. Cette affaire obscure, bloquée au Sénat, est en réalité un aperçu du futur des transactions, de la confiance et du pouvoir économique. Et ce futur n'est pas figé. Il est en train de se négocier maintenant. Si vous voulez comprendre la suite, les mouvements à venir et ce que personne ne dira à voix haute quand la décision tombera, suivez cette chaîne, parce que la prochaine étape est déjà en train de se former.